Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nos invités Patrick Mboyo, Charles Vabé, notre éditorialiste Alfred Chango. L'actualité économique à présent, l'économie rwandaise se porte relativement bien. Le produit intérieur brut a enregistré une croissance de 1,7% par rapport au premier trimestre 2016. Cependant, quelques défis restent à relever. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Le produit intérieur brut du Rwanda a atteint 1 178 milliards de francs rwandais de janvier à mars 2017 contre 1 593 millions de francs rwandais dans la même période en 2016. Une annonce faite le 5 juillet 2017 à Kigali par les autorités. Il connaît donc une hausse de 1,7% grâce aux performances des secteurs des services et de l'agriculture, lesquels ont contribué à hauteur de 46 et 32%. Ce ne sont que les résultats du premier trimestre. Nous en aurons d'autres au cours de l'année. C'est pourquoi nous allons bien les analyser pour détecter les faiblesses et prendre des mesures appropriées. On reste confiant sur l'objectif d'enregistrer une croissance de 6,2% pour 2017. Malgré cet optimisme, l'économie a connu une fragilité dans plusieurs secteurs. Les exportations ont chuté de 24% à cause de la baisse de la production du thé et du café. Le secteur industriel a également connu une baisse de 1%. Use of fertilizers need to increase. I'm saying fertilizers, I should say modern input. Nous devons utiliser des engrais pour accroître la production agricole sans oublier l'irrigation. Cela ne doit pas seulement se limiter à 2017, mais continuer dans les 5 prochaines années. Nous pouvons également avoir de meilleures performances dans l'industrie grâce à la campagne Made in Rwanda. On peut faire mieux, même si aujourd'hui les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. En 2016, le pays a enregistré une croissance de 5,9% alors que les prévisions annonçaient 7%. Et pourtant, le Rwanda se fixe pour objectif une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. Alors, Monsieur Vabé, quand on parle d'économie sur le continent, le Rwanda fait office d'exemple tout de même. Quelle a été la recette de la croissance finalement dans ce pays? Écoutez, on sort de 1994 avec un jeune ici, franchement, qui a paralysé le pays. On voit par exemple Paul Kagame qui prend par exemple la règne du pays. Et ce qu'on constate, c'est que c'est la rigueur, c'est l'envie en fin de compte de remonter, de donner par exemple beaucoup de choses, c'est-à-dire en fin de compte de faire remonter ça. C'est un défi purement personnel que le président Paul Kagame est en train de faire. C'est-à-dire, en fin de compte, pour lui, franchement, de lancer mandat international sur tous ses opposants, parce qu'on sort d'une guerre, il pourrait le faire, comme je fais bien sûr en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara, sortant bien sûr de cette guerre, a passé son temps à lancer un mandat international, oubliant parfaitement l'économie de son pays. Et là, Paul Kagame, en fait... Non, l'économie de la Côte d'Ivoire est quand même en bonne voie. Hein, oui, je vois, mais c'est ce que vous dites, mais moi, je vais là-bas tout le front. Restons concentrés, s'il vous plaît, sur le Rwanda. Donc, Paul Kagame, en fin de compte, prend le taureau par les cornes. On voit que c'est quand même un président. C'est vrai que liberté d'expression là-bas n'est pas trop ça, mais ce n'est pas un problème. L'économie est florissante. Ah si, c'est quand même un problème, la liberté d'expression, Charles. Ce n'est pas un journaliste qui va dire ça, que la liberté d'expression, ce n'est pas un problème. Hein. Le panier de la ménagère, on arrive à vivre légèrement. Le travail, il y a encore du travail, même si le taux de chômage a baissé de 35%, les chiffres en parlent, donc je peux te féliciter. Alors pour vous, tant qu'il y a la croissance, c'est l'essentiel, en gros. Alors Alfred, malgré ce résultat plutôt positif, il y a quand même des défis qui restent à relever dans ce pays. Il y a eu quelques fragilités économiques au cours de l'année écoulée. Non, là c'est vraiment une litote, Graziella, quelques fragilités, non. Il y a, comme dans toutes les économies africaines, ce qui, sur le plan macroéconomique, marche très bien, mais sur le plan microéconomique, ça ne se passe pas très bien, parce que ce qu'on oublie souvent de dire ici, c'est qu'il y a l'insécurité alimentaire au Rwanda. Parfois, les gens mangent une seule fois, ils ne mangent pas 2 fois par jour. Et donc, effectivement, il y a encore beaucoup à faire en termes de progrès au niveau de la sécurité alimentaire au quotidien, c'est-à-dire la production agricole, la production vivrière. Il ne faut pas oublier que le Rwanda est un pays enclavé qui dépend justement de ses pays voisins.
non seulement la RDC, le Burundi, mais la Tanzanie, et puis on va plus loin jusqu'au Kenya. Et que donc il y a ce problème de taxation des produits justement d'importation qui viennent soit par le Kenya, soit par l'Ouganda, et qui doivent emprunter soit le chemin de fer ou le fleuve. Et tout ça, ça coûte énormément au budget du Rwanda. Il y a des progrès certes qui se font, mais dans la réalité, il y a quand même beaucoup de difficultés économiques. Hein. Monsieur Poyo, je vais peut-être vous décevoir, mais le clé de la réussite du Rwanda aujourd'hui, ça se décline en trois temps, 4 mouvements. Premièrement, faire abattre un avion dans lequel se trouvent des présidents de la République, rwandais Habyarimana et celui du Burundi. Deuxièmement, envahir la RDC. Troisièmement, installer une marionnette à la tête de la RDC. Quatrièmement, organiser le pillage systématique de ce pays. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous ai écouté attentivement, même si je n'étais pas d'accord avec ce que vous disiez en tant que journaliste, de dire que la liberté d'expression n'est pas un problème. J'étais choqué, mais je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Restons concentrés sur les performances économiques. Ce que je veux dire, que le Rwanda n'est pas une performance économique. Les chiffres sont là. Les chiffres, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est comme devant la justice. Je suis enseignant en droit. Vous ramassez les preuves, les indices qui accusent une personne, même si la personne n'est pas concernée, n'est pas le vrai coupable, demain on le traitera comme un coupable devant la justice. C'est comme ça que ça marche avec les chiffres économiques aussi. La seule source des chiffres que le Rwanda présente aujourd'hui, c'est le pillage systématique de la RDC. Tous les rapports le disent, et moi ça m'étonne qu'un journaliste le dénie. Tous les rapports des Nations Unies le disent. Merci messieurs, nous allons passer à la suite, s'il vous plaît. Merci. Quelque chose à relever, ne serait-ce qu'une minute. 10 secondes, on n'a pas une minute. Le Rwanda aujourd'hui était 143e pays plus pauvre et est descendu à 56e pays, a gagné 100 places. Il ne veut pas parler franchement de politique ici, disant clairement que le Rwanda franchement est un pays qui pille matin midi soir. Il y a quand même un problème. Il est enseignant. Tous les rapports sont là. Je le dis en tant qu'enseignant. Je le dis en tant qu'enseignant. Je vous envoie lire le rapport mapping de 2010. Envoyez par exemple le rapport. Lisez le rapport mapping des Nations Unies. Le Rwanda, il y a un rapport qui traîne dans les couloirs des Nations Unies depuis 2 ans. Messieurs, s'il vous plaît. Il y a un rapport qui traîne dans les Nations Unies. S'il vous plaît, on ne s'entend plus. Ça ne sert à rien. Messieurs, merci. Dans le reste de l'actualité, sur les 1000 meilleures universités au monde, seules 10 sont africaines. Pour les observateurs, des réformes s'imposent pour être en accord avec les ambitions du continent. Explication dans ce reportage de notre correspondant fraterne Ndaka Yisenga. 4 universités sud-africaines et une d'Égypte figurent au nombre de 500 meilleures universités au monde, selon le classement de l'Academy Ranking of World Universities, connu sous le nom de classement Shanghai. Et aucune institution africaine n'apparaît parmi les 100 meilleures au monde. Un constant non prometteur pour l'Afrique qui lutte pour la reconstruction de son économie. There has been much progress in the education. Généralement, il y a eu des améliorations au niveau de l'accès à l'éducation en Afrique et l'établissement des objectifs de développement durable en Afrique a largement contribué à cela. Il est très important de le reconnaître parce que ça montre que nous sommes capables. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant au vu des ambitions que nous avons pour notre continent. Vu les faibles performances de l'éducation tertiaire en Afrique au niveau mondial, le Centre africain pour les objectifs de développement durable s'est donné comme ambition de porter 25 universités africaines, dont les 300 meilleures du monde d'ici 2030. Pour y arriver, il faudra multiplier par 3 le budget dédié à l'éducation sur le continent, parmi beaucoup d'autres efforts à fournir. Nous devons associer l'éducation tertiaire avec le secteur industriel en Afrique. Que ce soit les grandes ou petites industries, c'est très important. C'est le secret même que nous apprenons des pays industrialisés. Et je crois que c'est le seul moyen d'avancer. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, le nombre d'étudiants inscrits à l'enseignement supérieur en Afrique a doublé de 6 millions à plus de 12 millions au cours des 15 dernières années, tandis que le nombre d'universitaires a accru de 105%. Pour certains experts, ceci n'était que la quantité sans qualité.
Alors, Alfred, des universités sud-africaines et une seule université égyptienne sont les seules à figurer dans les classements internationaux. Qu'est-ce que cela traduit? Le fiasco, justement, souvent, parce que je fais aussi ce cours-là de géopolitique des connaissances et des savoirs, cela signifie que l'enseignement universitaire en Afrique est catastrophique. Si seulement il y a que, sur les 1000 meilleures universités au monde, il n'y a que 10 universités africaines et toutes sont sud-africaines et égyptiennes. Ça voudrait dire qu'entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, il y a un trou noir. Grand fossé. Exactement, où se retrouvent tous les autres pays africains. Donc, absence de politique, de vision de ce que doit être l'université, alors qu'on sait très bien que ce sont les universités qui font la force des États. C'est la formation des élites qui fait la force des États. Je ne parlerai même pas des États européens ici, puisque nous ne sommes pas dans la même planète, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment la faillite des systèmes africains, la faillite des politiques d'éducation en Afrique. Il est temps quand même que l'on relève ce défi-là, malgré tout ce que les chefs d'État disent à propos de la jeunesse africaine, que c'est le moteur du devenir de l'Afrique, c'est une bombe si on n'en tient pas compte, mais il n'y a pas de politique en tant que telle. Et d'ailleurs, on le voit quand on reçoit les étudiants, c'est vraiment très inégalitaire. Il y a des étudiants qui viennent d'Afrique. Hein. Alors là, pour le coup, globalement, il y a certains qui sont très bien et beaucoup sont vraiment quand même dans le creux de la vague. Hein. Alors, le Centre africain veut aujourd'hui porter 25 universités africaines dans les 300 meilleures du monde d'ici 2030. Monsieur Mpoyo, comment y arriver? La première des choses, c'est qu'il faut donner l'autonomie aux universités. L'université, c'est un lieu de réflexion. On dit souvent dans les pays africains que l'université est un lieu d'excellence, mais l'université, c'est d'abord la réflexion, c'est-à-dire la libre pensée. Quand des ministres s'ingèrent dans l'organisation des conférences dans les universités, on voit un ministre interdire l'organisation d'une conférence, d'un débat au sein d'une université. Alors, il faut carrément dire que ce n'est pas une université, il s'agit d'une classe de l'armée ou bien, ou bien d'une extension de l'école militaire. Mais l'université doit d'abord jouir d'une certaine liberté totale. Mais cette liberté ne veut pas dire libertinage. Il faut aussi de la rigueur. Il faut que les enseignants puissent être traités à leur juste niveau. Le métier d'enseignant, moi qui le pratique ici en Europe, je n'ai pas eu l'occasion de la pratiquer en Afrique, c'est vraiment un vrai sacerdoce. C'est vraiment un vrai sacerdoce pour les enseignants parce qu'on prend plus de temps en dehors des classes pour former un étudiant que dans la classe. Donc c'est en dehors des classes que les enseignants doivent pouvoir se ressourcer, préparer et savoir calibrer leur enseignement de manière à ce que les élèves, pendant qu'ils ont en face d'eux pendant 45 minutes, 1 heure ou 90 minutes ou 2 heures, puissent avoir le temps de continuer plus loin, lorsqu'ils sortiront de l'amphi, ce qu'ils ont appris en classe. C'est ça plutôt le travail qu'il faut faire. Monsieur Vabé. Écoutez, moi je regarde le rapport, je me pose la question. Sur quel indice il se pose des questions pour dire que les universités, franchement, des pays, franchement, de l'Afrique de l'Ouest sont mieux par rapport à mieux, sont pas mieux. Il y a le critère d'attractivité, le critère de la présence des étudiants étrangers. Il y a plusieurs critères. Non, mais ce qu'on est. Vous avez parlé, vous dites que vous ne savez pas sur quels critères. Je vous dis les critères. Les critères. Sur quels critères? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On a quand même 53 pays quand même qui sont là. On a connu par exemple en Afrique du Sud ce qui s'est passé, l'apartheid. En Égypte, tout dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle une révolution égyptienne. Dites-moi, est-ce que ça n'a pas dérangé les étudiants qui étaient là-bas, les universités? Pourquoi est-ce que... Non, ce n'est pas ça qui est en question, c'est la qualité des enseignants et des enseignements. C'est cela exactement. Or, en Afrique du Sud, l'université en Afrique du Sud, j'y ai été à plusieurs reprises, l'université en Afrique du Sud... Vous ne laissez même pas parler. Vous avez parlé tout à l'heure... Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est qu'en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, l'université visait l'excellence. Tous les enseignants qui y étaient, les blancs ou autres qui enseignaient dans ces universités. Aujourd'hui, des universités, c'est-à-dire en fait, on suit les 53 pays. Mais c'est la faillite justement de ces États. Universités, surtout dans toute l'Afrique, franchement, qui sont meilleures. Moi, j'aimerais quand même ajouter une note positive. Et encore, on nous fait comprendre que par rapport à
un truc de sondage qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais non, ce n'est pas un sondage. Je pense que vous voulez parler du rapport de Shanghai, c'est ça. C'est un classement international. C'est un classement assez sérieux. Messieurs. Je rappelle, quand ce classement avait commencé, il n'y avait aucune université africaine. Et l'Afrique du Sud avait, il y a 5 ans, ne présentait qu'une seule université, l'université des Cape Town. Et aujourd'hui, il y a plusieurs universités africaines et surtout une université égyptienne. Messieurs, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Merci à tous pour votre participation. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce vendredi sera consacré aux enjeux de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Monsieur Patrick Poyo, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc juriste et enseignant de droit public à l'Université d'Evry. Merci. Monsieur Charles Vabé, merci à vous également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Presse Opinion. Merci. Et merci à vous, Alfred, pour votre participation à cette émission. Ça a été un ravissement de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction. Il y en a qui parlent des sénatrices et il y en a une qui parle des téléspectateurs.